RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12h partout au Sénégal. Bienvenue dans le Grand Journal. Souleymane Niang. À la une de l'actualité, le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, un professeur du collège d'enseignement moyen de Louga commune primée. Nous serons en direct de la cérémonie qui se tient à l'instant. Nouveaux affrontements entre forces de l'ordre et étudiants en Master 1 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce matin. Au lendemain de la promesse de la direction des bourses de payer le reliquat des sommes dues. Malheureusement, les étudiants dénoncent le fait que seule une petite partie de cette somme a été versée ce matin. Série de violences et d'agressions notées récemment à Dakar et dans plusieurs régions. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence? Réponse dans le dossier à suivre dans un instant. Nous reviendrons largement sur l'impact de la suspension temporaire de l'aide extérieure des États-Unis sur le Sénégal. En Casamance, la relance des activités économiques et sociales menacées. Quant au programme national de lutte contre le sida, il sera impacté probablement sur le long terme, mais pas dans l'immédiat. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'insécurité ambiante au Sénégal. Rendez-vous à la fin de cette édition mise en onde par Alioune Ba. Souleymane Niang. D'abord, nous avons appris le décès ce matin de Youssouf Wade, ancien président du CNP, le Conseil national du patronat. L'homme était une figure emblématique du patronat sénégalais et bien naturellement, nous reviendrons sur cette information plus largement dans nos prochaines éditions. Notez que le tribunal de grande instance de Matam a relaxé au bénéfice du doute les 3 jeunes des Agnam arrêtés après les manifestations en soutien à leur député maire Farba Ngom. C'était le 24 janvier dernier après la levée de l'immunité parlementaire de ce dernier, Farba Ngom, qui est cité dans une affaire de présumé blanchiment d'argent portant sur un montant de 125 milliards de francs CFA. Le parquet financier a ouvert une enquête sur cette affaire. Il est 12h03. Nous nous rendons à la cérémonie du Grand Prix du chef de cérémonie de remise, du Grand Prix du chef de l'État, la 3e édition. C'est Barambeng, enseignant au collège d'enseignement moyen de Louga commune, qui est le lauréat de cette 3e édition. En direct avec nous, Koumba Sandiane Faye, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre ce matin sur cette cérémonie de remise du Grand Prix de chef de l'État pour l'enseignant? Comme vous l'avez dit, Souleymane, Barambeng se nomme l'enseignant lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, 3e édition 2025. Il est professeur des lettres, professeur d'enseignement moyen secondaire général en service au collège de Louga commune avec 90 points sur 100. Barambeng, Souleymane, qui certainement sa vie va changer donc à partir d'aujourd'hui. 40 millions, c'est le montant total qui lui ont été remis comme récompense, 20 millions du prix et 20 autres millions de la part du chef de l'État. Et après, il y a 2 accès sites Souleymane, après Barambeng, à savoir donc Mohamed Kébé, lui aussi est professeur d'enseignement moyen secondaire au lycée, dans un lycée alia de Fatick, comme premier attributaire. Il y a aussi Amadou Lamine Mané, professeur d'enseignement, prof des lettres aussi à Ndidler, c'est dans l'IA de Louga. Tous les 2, chacun, je dirais, va rentrer avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Donc le jury national pour ce prix Souleymane a rendu donc un rapport contenant les résultats des délibérations au chef de l'État, rapport scindé en 3 parties historiques de ce prix, qui est un décret 2017 institué par le chef de l'État, mais aussi l'argumentaire pour la désignation et la désignation même du lauréat. Donc 5 ans après la suspension de ce prix institué ou bien initié depuis 2017 et 2018, il y a eu la 2e édition, la 3e édition cette année-ci, 5 ans après la suspension. Cela a été restitué pour cette année. Souleymane, il y avait au départ 6 meilleurs candidats nominés et le lauréat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Barambeng. À l'instant même, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tient son
discours. Nous reviendrons dans tout cela dans nos prochaines éditions, Souleymane. Rendez-vous est pris. Merci Koumba Sandiane Faye. Cette remise du Grand Prix du chef de l'État qui est saluée par la majorité ou en tout cas une grande partie de la communauté éducative. Vous en aurez l'illustration dans le reportage d'Aminata Ba à l'école 10 des Parcelles Assainies, l'école élémentaire de l'unité 10 des Parcelles Assainies, et au lycée de la zone de recasement, les enseignants qui saluent donc cette cérémonie. Ce sera dans la deuxième partie de cette édition. Tout autre chose, même si on reste dans le monde de l'éducation, il y a eu encore des affrontements ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Entre étudiants et forces de l'ordre, les étudiants en Master 1 continuent de réclamer le paiement intégral de leur bourse et rappellent, ils disent n'avoir perçu que 40 000 francs CFA sur les 550 000 dus. Écoutons Babacar Diallo, coordonnateur du collectif des étudiants en Master 1 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On est sur le terrain depuis 6 heures du matin. Voilà, parce que hier on a reçu un communiqué. Il dit qu'aujourd'hui le site on va commencer les paiements des mensualités et des rappels des retardataires. Pour notre grande surprise, au lieu de nous payer nos 515 000, certains ont reçu 40 000. C'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu un message, ils n'ont que 40 000. Alors que l'État nous doit 555 000. Voilà, ce qui est anormal. Depuis le 21 octobre 2024, on est sur le terrain pour revendiquer nos bourses. Le DG des bourses et le ministre avaient dit que février, ils vont nous payer tous nos rappels. Aujourd'hui, on a encore recommencé. Parce que, donc, c'est inadmissible pour une autorité de dire aux étudiants que février, il va nous payer. On est resté jusqu'au 6 sans rien voir. Maintenant, on va continuer. On continue ça. Tant que on ne paye pas, on ne va jamais arrêter. À Bambey, les étudiants de l'université Alioune Diop rappellent au ministre de l'Enseignement supérieur ses promesses de prise de contact à travers ces 72 heures de grève non renouvelables entamées par ces étudiants. Ils invitent Abdourahmane Diouf à finir les travaux ou à achever les travaux de construction des pavillons à 1000 lits et l'acquisition de nouvelles salles de cours pour contenir les nouveaux bacheliers. Mohamedou Malini Lo, porte-parole, est avec Babacar Diouf. Nous sommes sortis aujourd'hui pour alerter le ministre sur l'urgence et la nécessité de finaliser ces travaux de construction de 1000 lits. Parce que je pense que depuis très longtemps, nous avons eu à tenir des rencontres avec lui et on l'a rappelé que à Bambey, on ne pouvait pas cette année débuter une nouvelle année avec des nouveaux bacheliers sans pour autant recevoir ces travaux de construction de 1000 lits. Puisque c'est un complexe, il y a un service médical, il y a un restaurant aussi de plus de 1500 places pour pouvoir pallier au moins le nombre d'étudiants pléthoriques qu'on nous a envoyés cette année en termes de nouveaux bacheliers. Maintenant, il y a un cadrage qui a été fixé depuis le début parce que ce qui ressortait du séminaire sur la stabilisation du calendrier académique, c'était que toutes les universités qui étaient en mesure de recevoir le nouveau bachelier sans mesure d'accompagnement pouvaient voir le nouveau bachelier s'installer à partir du mois d'octobre. Mais puisqu'à Bambey, on avait besoin de ces logements, on avait fixé un cadrage jusqu'au mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février presque. On n'a pas eu de gens qui sont entrés dans ces nouveaux logements-là pour finaliser ces constructions, alors que c'est une nécessité au moment où les étudiants continuent de ressentir la cherté du loyer au niveau de la ville, mais aussi le problème de restauration qui se pose avec déjà les nouveaux bacheliers de statique et de SDD sans compter Ecomige. Donc nous lançons une alerte au ministre. Aujourd'hui nous sommes sortis, on a décrété 72 heures en guise d'alerte, mais s'il ne réagit pas dans les plus brefs délais pour la finalisation de ces travaux, la réaction sera beaucoup plus salée et on ne va pas attendre. Et puis notons ces perturbations sur le chantier du stade Iba Mar Diop. Les ouvriers ont manifesté ce matin leur colère contre leur employeur chinois. Ils dénoncent les conditions de travail et un manque de transparence dans la rémunération. Ils ont été dispersés par la police à coups de grenade lacrymogène. Il y aurait un blessé selon un témoin des faits, Modoumbay, qui est interrogé par Anna Rocha. C'est hier qu'on nous a payé nos salaires, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas
ce qu'il était convenu avec l'employeur. C'est beaucoup moins. Ces contrats laissent à désirer. Et puis, nous n'avons même pas de couverture médicale pour nous soigner si on se blesse. Les week-ends doivent être considérés comme des heures supplémentaires et on nous fait travailler 9 heures au lieu des 8 heures conventionnelles. La police a même dispersé la foule et il y a même un ouvrier qui est grièvement blessé. Il a reçu une grenade lacrymogène sur le visage. Il y a aussi des arrestations. Entrepreneur chinois bi wala? Waaw ñoom nag ñi ma fi jiitu nee naan def nañ ko waxtaan nañ yu bëree bëri suñu waxee ba pare duñ ko saafara quoi. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 12h11 à Kaolack, célébration du Grand Magal de Porokhane aujourd'hui. Les fidèles mourides venus de toutes parts ont envahi la ville sainte comme chaque année. Le mausolée et le puits mystique de Sokhna Mame Diarra Bousso ont été pris d'assaut pour concrétiser les prières et les vœux. Fatumba au reportage. De nombreuses femmes font la queue devant le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso pour un moment de recueillement, une tradition qu'elles tiennent à respecter coûte que coûte en ce jour du Magal. L'emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour les ménagères présentes sur les lieux. Sokhna Mariama, originaire de Touba, élève une prière et adresse un appel sincère aux nouvelles autorités. Les jeunes doivent avoir un emploi décent ici au Sénégal et cela doit être une priorité pour le nouveau gouvernement, d'où l'interpellation des autorités. De la mosquée jusqu'au puits mythique, l'agitation est palpable. Chacun se précipite pour récolter l'eau bénite. Ce lieu est fréquenté par des milliers de pèlerins en raison de sa grande importance, précise Khadim, membre du comité d'organisation de la mosquée. C'est de l'eau bénite, raison pour laquelle le puits est pris d'assaut en cette période de Magal, parce qu'il y voit de l'importance chaque année. Le 6 février, les fidèles mourides talibés se rassemblent à Porokhane pour prier à l'appel de Sokhna Mame Diarra Bousso en quête de paix pour le Sénégal. Fatumbo Porokhane, Radio Futur Média. Autre aspect de l'actualité, un agent des pêches a été agressé à Joal dans la nuit de mardi. Il voulait intercepter des charretiers qui transportaient des poissons juvéniles. Une pratique interdite par la loi. Le syndicat des travailleurs de la pêche condamne cet acte et interpelle les autorités. Il n'exclut pas d'observer un arrêt de travail dans les prochains jours. Écoutons son secrétaire général, Omar Dramé, qui était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Un de nos agents du poste de contrôle de Joal a été agressé dans le cadre de sa mission. Il a été violenté et ce n'est pas la première fois que nous vivons ces genres de situations dans ce secteur. Nous interpellons les autorités pour qu'ils prennent des mesures par rapport à ces agressions qui n'en finissent pas et que nos agents subissent tout le temps. Nous, de notre côté, nous allons tenir une assemblée générale à partir de la semaine prochaine et nous n'excluons pas un arrêt de travail pour que justice soit faite. L'État interdit la pêche des sujets juvéniles et c'est dans ce cadre-là qu'il a interpellé un charretier qui transportait des poissons juvéniles et c'est vers les sites de transformation. C'était vers les coups de 23 heures et c'est quand il a voulu appréhender le charretier qu'il a violemment agressé et blessé. C'est très grave et inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous interpellons notre ministre de tutelle, Dr Fatou Diouf, pour qu'elle se prononce sur cette question-là. Et nous allons faire un arrêt de travail, comme je l'ai dit. Ce n'est pas la première fois que ces genres d'agressions arrivent. Ça s'est passé à Kayar, Fass Boye et partout où nos agents interviennent. Arrêt de travail parce que c'est pas la première fois. RFM, la radio de toute l'actualité.
Allons à Ziguinchor où l'annonce de la suspension de l'aide américaine à certains gouvernements africains à travers l'USAID plonge les communautés bénéficiaires des programmes dans l'expectative. En Casamance, une telle mesure risque de freiner l'élan de construction de la cohésion sociale et de compromettre la relance des activités socio-économiques. Le collectif des organisations sous-régionales de la société civile alerte et espère que le gouvernement américain reviendra à de meilleurs sentiments. Lamine Ba. Dans le cas spécifique de la Casamance, le volet le plus sensible qu'il faut surveiller avec l'annonce de la suspension de l'aide américaine à travers l'USAID est relatif à l'impact sur les efforts dans le processus de dépôt des armes. Lamine Koli, coordinateur de IRAPA, interlocuteur politique de l'ex-base de Diakaï. C'est la panique d'abord au sein des communautés. C'est vraiment une désolation pour moi, acteur de paix. Et en vue vraiment l'affluence du retour des populations. Quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai pas dormi toute la nuit. Si j'étais l'État du Sénégal, j'allais négocier pour que l'Amérique revienne sur ses pas. Pour IRAPA, l'initiative de réunification des ailes politiques et armées du MFDC, structure ayant piloté jusqu'à terme le dépôt des armes avec l'appui de l'USAID à Libye 2, une telle décision du gouvernement américain refroidit toutes les initiatives de paix. Premièrement pour IRAPA, qui a été accompagné par l'USAID, je pense que ça nous a refroidi d'abord dans notre mission de continuer la consultation vers les autres camps pour vraiment les convaincre à déposer les armes. Dans une commune très impactée comme Djignaki, ce sont 2 programmes qui vont s'arrêter systématiquement, explique le maire Moustapha Diémé. Il y a déjà USAID à l'UILI 2, extension, dans le cadre des activités liées au dépôt des armes. Mais aussi, il y a un autre programme dénommé USAID Gold+. L'élu emboîte le pas aux facilitateurs dans le processus de paix et indexe des conséquences désastreuses sur le gouvernement américain ne revient pas sur sa décision. Préoccupation par rapport à cette suspension inattendue, d'accord, peut-être même imprévue et qui nous tombe dessus. Et dire que depuis 2 ou 3 ans déjà, bénéficions un peu de financement par rapport à l'accompagnement dans le cadre de la consolidation de la paix, d'abord, mais également de la cohésion sociale et à travers quelques investissements qui impactent un peu les activités économiques qu'il faille absolument relancer au niveau du territoire. Le collectif des organisations sous-régionales de la paix en Casamance alerte sur les conséquences d'une telle mesure et invite l'État du Sénégal à trouver une plage de convergence avec le gouvernement américain. Henri Ndeki, coordinateur de la COSPAC. Les États-Unis étaient aux côtés de son ami du Sénégal pour accompagner le processus des accords de paix. Et nous pensons aujourd'hui, c'est de souhaiter demander vraiment encore clémence, demander à son excellence le président de la République des États-Unis de poursuivre vraiment toute sa collaboration qu'il avait toujours eue avec le Sénégal pour permettre à cette aide publique de se poursuivre. La décision du gouvernement Trump de suspendre l'aide américaine concerne en première ligne notre pays et ce sont des acquis de plusieurs années de sacrifices consentis dans le cadre du processus de paix qui sont menacés. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Toujours au sujet de cette suspension temporaire de l'aide américaine au Sénégal, le secteur de la santé sera-t-il impacté? Pas à court terme dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. Mais la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida précise que cette décision des États-Unis pourrait avoir des répercussions sur le long terme. Et c'est l'occasion pour elle et pour les pays comme le Sénégal de se prendre en charge et de mettre des stratégies pour pérenniser ses acquis dans la lutte contre les maladies. Awambay. Déjà, le Sénégal finance à hauteur de 50% les traitements antirétroviraux des personnes vivant avec le VIH. Et le docteur Safié Toutiam, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, souligne que la suspension de l'aide publique américaine ne va pas trop impacter ce volet des activités de lutte contre le VIH au Sénégal. Mais heureusement, au Sénégal, les traitements ARV sont financés essentiellement par le gouvernement du Sénégal et par le Fonds mondial. Donc, 50% des financements sont payés par le gouvernement et c'est pour ça que ces financements sont gratuits pour les populations. Pour le moment, le Sénégal peut s'adapter, mais sur le long terme, cette suspension pourrait avoir des répercussions.
on peut s'adapter, mais si dans le long terme, la suspension de l'aide publique concerne le Fonds mondial, là, je pense qu'il y a un gros risque pour l'accès au financement. Mais pour le moment, je peux dire qu'il n'y a pas encore de problème. Et cette décision des États-Unis doit être une opportunité pour notre pays de mieux renforcer les financements domestiques dans le domaine de la santé. Dr Safié Toutiam. L'opportunité de prendre en charge nous-mêmes des questions aussi essentielles que des questions de survie pour les populations. Donc nous devons justement saisir cette opportunité pour voir comment pérenniser les acquis que nous avons eus dans la riposte au sida et comment prendre en charge des questions aussi essentielles que des médicaments contre des maladies prioritaires comme le sida, la tuberculose, le paludisme, mais aussi d'autres maladies, et comment mettre en place des programmes pour protéger nous-mêmes nos populations. Les traitements antirétroviraux sont introduits au Sénégal depuis 1998 et sont gratuits depuis 2003. Un acquis dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH qui doit être pérennisé dans n'importe quel contexte. Avant de boucler la première partie de cette édition, arrêtons-nous sur cette affaire qui fait grand bruit. La police de Yeumbeul Nord est sur la sellette après le décès dans des conditions non encore élucidées d'un jeune de la commune. Les parents déclarent que Pape Koulibaly a été torturé avant de succomber à ses blessures. Famadion. Selon la version de la famille, il n'y a pas besoin d'attendre les résultats de l'autopsie. Pape Koulibaly est mort après avoir été torturé par des éléments de la police de Yeumbeul Nord, aidés par un de leurs indicateurs. Abdourahmane Koulibaly, le père du défunt, exprime ici sa colère. Il était parti au marché et au retour, il était au bord de la route accompagné d'une amie. C'est en ce moment-là que des éléments de la police l'ont interpellé. Ils l'ont fouillé. Ensuite, il a riposté. Ce sont des indicateurs qui ont fait ça. Nous les reconnaissons. Ils l'ont par la suite frappé et quand il est revenu, c'est là qu'il est tombé. À Yeumbeul Nord, les populations n'en peuvent plus des ajustements de la police ou de leurs indicateurs. Pour Boubacar Diallo, conseiller municipal à la commune de Yeumbeul Nord, la police doit se débarrasser de certains indicateurs qui ne font qu'entacher sa réputation. Nous déplorons cet acte. Vraiment, c'est un acte de barbare. Vraiment. Nous lançons appel aux autorités pour qu'une lumière soit faite, quoi. Parce que la police sénégalaise est une police professionnelle. Mais il y a des non-dits, quoi. Il y a des non-dits des gens qui ne font pas partie de cette corporation qui fait des dérives. Avant de succomber à ses blessures, Pape Koulibaly aurait révélé le nom d'un de ses tortionnaires. Ce dernier est en cavale, mais son épouse a été arrêtée. Famadion a essayé d'entrer en contact avec le chargé de la communication de la police, mais en vain. Elle a fait de même avec le commissaire de la police de Yeumbeul Nord sans plus de succès. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Nigeria, plusieurs élèves tués dans un incendie. 17 élèves d'une école islamique dans la ville de Koran Namoda dans l'état de Zamfara. Une douzaine d'autres ont été évacués à l'hôpital avec de graves blessures. Selon le porte-parole de la police de l'état, une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie qui s'est produite mardi. Le procès de l'attaque de la caserne d'Abobo en Côte d'Ivoire, réquisitoire sévère du procureur contre les accusés. Le parquet du tribunal d'Abidjan a requis hier 20 ans de prison contre Damana Picasse, vice-président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, de Laurent Gbagbo, et une amende de 20 millions de francs CFA. La même peine est demandée pour ses co-accusés, Gobia et Abi. Au cours de l'audience qui a eu lieu mercredi à Abidjan, le procureur de la République a requis une peine de 20 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA pour Damana Diapikas et ses co-accusés. Ancien membre des Jeunes Patriotes du Front Populaire Ivoirien et personnalité marquante de la scène politique ivoirienne, il est jugé pour sa présumée implication dans l'attaque du camp militaire d'Abobo dans la nuit du 20 au 21 avril 2021. Le bilan était de 3 morts et 1 blessé par balle. Plusieurs charges retenues contre lui, notamment atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, assassinat et détention illégale d'armes à feu. L'accusé nie les faits. Pour son parti, le PPACI, ce procès est purement politique et constitue un enjeu majeur à 9 mois des présidentielles de 2025. Le procès de Damana Picasse, il faut le rappeler, a connu plusieurs reports. Les premières audiences étaient programmées les 5 et 6 décembre 2024. Elles ont été par la suite reportées au 15 janvier 2025 avant d'avoir lieu le 5 février.
Ancien représentant du FPI de Laurent Gbagbo à la commission électorale indépendante, il s'est fait connaître à l'international après un incident survenu lors de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2010. C'est l'homme qui avait arraché des mains du porte-parole de la CEI les procès-verbaux alors que ce dernier proclamait les résultats. Actuel vice-président du PPAC de Laurent Gbagbo, Damana Diapikas reste un acteur majeur de la crise post-électorale de 2010-2011. Quant à l'affaire, elle a été mise en délibéré pour le 12 février 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Paralysie dans les universités maliennes, la grève des enseignants-chercheurs initiée depuis le 27 janvier va se poursuivre jusqu'au 8 février. Au cœur des revendications, le versement de la prime de recherche instaurée par décret en 2017, mais dont les paiements n'ont pas été effectués depuis lors. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur réclame le versement de cette prime avec effet rétroactif. En République démocratique du Congo, le M23 tient son premier meeting à Goma. Meeting prévu ce jeudi, présence obligatoire selon un journaliste de l'agence France Presse qui dit avoir constaté une foule immense aux portes du stade de l'Unité d'Indoubé Diop. Dans un stade de la ville de Goma, les nouveaux maîtres des lieux ont appelé l'ensemble de la population à venir les écouter. Selon l'AFP, des hommes sont passés hier mercredi dans les rues de la ville pour signaler par haut-parleur que la présence de ce premier meeting était obligatoire. Sur requête du M23, les commerces sont restés fermés ce jeudi. Plusieurs milliers de personnes se pressaient ce matin devant le stade et les rues alentours, tandis que des combattants du M23 réguler l'afflux aux portes du stade. Après s'être emparé la semaine dernière de la capitale de la province du Nord Kivu, le M23 et ses troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans la province voisine du Sud Kivu et ont conquis une cité minière située environ à 100 km du chef-lieu, Bukavu. Le M23 a ainsi rompu un cessez-le-feu qu'il avait lui-même décrété pour des raisons humanitaires à partir de mardi. Les combats à Goma ont fait au moins 2900 morts selon un dernier bilan de l'ONU, risquant encore de s'alourdir. Le groupe armé avait aussi affirmé n'avoir aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu ou d'autres localités. Mais selon des sources humanitaires et locales de l'AFP, les forces congolaises se préparent désormais à être attaquées à Kamuvu, où se trouve l'aéroport provincial et qui est situé qu'à une trentaine de kilomètres de Bukavu. En Afrique du Sud, pour terminer, la fille de l'ancien président Jacob Zuma est dans le viseur de la justice pour terrorisme présumé. Doulouzil Zuma Samboudla est accusé d'avoir incité aux violences urbaines qui ont fait plus de 300 morts en 2021. La justice lui reproche d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour exprimer son soutien à Jacob Zuma lors des troubles, des faits réprimés par la loi sud-africaine et pourrait être qualifié d'acte de terrorisme. La députée dénonce un procès politique visant à affaiblir son père. Aujourd'hui, à la tête du parti d'opposition MK, elle a rejeté les accusations portées contre elle. Merci, Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'insécurité avec la série de violences et d'agressions notées ces derniers temps. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence et comment remédier à cette situation? Nos deux intervenants du jour tenteront de répondre à ces questions. Cherna Keita, commissaire de police à la retraite et ancien directeur de l'OCRETIS, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, et le docteur Khalignan, sociologue. RFM Sport. L'actualité des sports présentée par Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Suleiman. Relance du sport scolaire. Thiès jette les bases de son développement. La ville de Thiès, à la tête de la mairie donc a pris la disposition nécessaire pour relancer le sport à l'école, donc avec l'organisation du championnat universitaire et scolaire avec une grande compétition organisée au stade Magnan Soumaré. Pratiquement toutes les écoles de la ville ont répondu présent. Cheikh Anta Diop y était également. Thiès-Est est la première commune à avoir organisé ces compétitions sportives, la relance du championnat national de sport scolaire, et a su. Le maire de Thiès-Est,
Maître Ousmane Diagne revient sur l'impact que peuvent avoir ces compétitions. Compte tenu des violences qui ont souvent émaillé ces dernières années le Nawetan à Thiès, nous avions pensé le faire sous format UASU. Et au niveau du l'IF aussi, ils avaient le vœu de donner corps à la circulaire envoyée par le ministère de tutelle pour relancer les activités scolaires. Donc lorsque nous avons discuté, très rapidement, nous avons eu des convergences d'idées pour organiser cette compétition scolaire. L'esprit de la compétition est de redynamiser nos écoles parce que souvent les équipes qui participent, les équipes de football qui participent à cette compétition, souvent le choix des joueurs est fait sur la base de l'excellence. Mamadou Aliou Diallo, inspecteur d'éducation et de formation de la ville de Thiès, s'en félicite et exhorte les élèves à respecter l'éthique du sport. Dans ce championnat, il y aura des victoires, des défaites. Mais au-delà des résultats, c'est l'état d'esprit que vous cultiverez qui marquera votre parcours. Le représentant des élèves a insisté sur la non-violence dans les stades. Nous invitons ainsi les nouvelles autorités à éliminer les acteurs qui s'adonnent à la violence, qu'ils soient dans les compétitions régulières des différentes fédérations sportives, qu'ils soient dans les Nawetan ou dans les sports scolaires. École élémentaire Laman Ngomak Faye a battu École Boubacar Ndiaye par 4 buts à 2 avec un triplé de Jean Faye, un excellent footballeur à suivre. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, le football également avec la suite de la première journée de la Coupe de la Ligue. L'équipe de Sonacos joue contre Bambey, la Linguère contre Ndiambour, Walidan joue contre Thiès FC, Douane contre Cambérène, Gorée, Guédiawaye et enfin le choc Pikine contre l'équipe du Jaraaf de Dakar en Angleterre également. On joue la deuxième demi-finale retour de la League Cup. Liverpool joue contre Tottenham en Espagne pour les demi-finales, pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. L'équipe du FC Valence joue contre Barcelone, ce sera à 20h30. Coupe d'Afrique des Nations, quelle politique pour gagner de nouveau la CAN? C'est la question que l'on se pose 3 ans après le succès du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations de football, avec la qualification également pour la CAN au Maroc. Quelle politique mettre en place pour gagner à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations de football? Le Sénégal, donc qualifié, qui connaît ses adversaires et qui se prépare à aller à la conquête de cette Coupe d'Afrique, mais la mission s'annonce difficile. Quelle stratégie mettre en place pour y arriver? Réponse avec Cheikh Tidiane Diagne qui s'est penché sur la question ce matin. Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait! C'est fait! Le Sénégal écrit l'histoire! Ce fut le premier sacre du Sénégal. En terre camerounaise, les Lions ont mis fin à plusieurs années de disette. Ce soir-là, Sadio Mané signe le tir qui permet au Sénégal d'inscrire son nom dans les annales du football africain. Mais entre-temps, les Lions ont perdu le titre lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. L'objectif principal au Maroc est de reconquérir le titre perdu il y a une année. Cette ambition est-elle réalisable? Notre confrère Aaron Adem répond à la question. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que le Sénégal participe à une Coupe d'Afrique, il est souvent cité parmi les favoris. Et pour cette CAN 2025 qui arrive au Maroc au mois de décembre prochain, forcément le Sénégal sera parmi les têtes de gondole du football africain, les favoris pour le titre. Même si de mon point de vue, le super favori, pour ne pas dire le grand favori, c'est le pays hôte, le Maroc, le pays organisateur. Comment les Lions devraient-ils s'y prendre alors? Revoir un peu son schéma de jeu, son schéma tactique, et je pense que ce sera le cas parce que avec le changement d'entraîneur, déjà on a vu quelques prémices qui montrent que l'équipe du Sénégal va évoluer autrement que ça a été, parce que ces derniers mois, notamment la CAN en Côte d'Ivoire, ce qui a perdu le Sénégal, c'est certainement d'avoir voulu jouer dans un schéma tactique en 3-5-2 ou en 5-3-2. Aliou Cissé s'est un peu perdu de mon point de vue sur le plan tactique, et on a vu qu'il y a des corrections qui ont été opérées par Pape Thiaw, et la première tâche sera justement d'avoir une équipe qui sera plus consistante sur le plan tactique et qui sera plus joueuse, un peu plus joueuse, mais qui sera aussi solide défensivement. Avant le sacre de 2021, le Sénégal avait perdu 2 finales en 2002 puis en 2019. Au Maroc, en fin d'année prochaine, pour peut-être un dernier barreau d'honneur, Sadio Mané et ses coéquipiers nourrissent l'ambition de vivre une nouvelle consécration. Les Lions de la Teranga rugissent à la face. Voilà Suleiman, c'est tout pour le sport.
Merci Manal Junior Diagne. Toutes nos excuses pour le reportage du jour qui devait porter sur la réaction d'une partie de la communauté éducative à la remise du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Vous aurez ce reportage d'Aminata Ba dans nos prochaines éditions. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Youssouf Bodian. Bonjour. La presse de ce matin qui continue à s'intéresser aux impacts de la suspension de l'aide américaine parmi les programmes clés, le Compact 2 portant sur le secteur de l'énergie, MCA 2, le court-circuit, titre Le Soleil qui rappelle que ce programme du gouvernement américain a été lancé en septembre 2021. Il devrait impacter 12 millions de Sénégalais et assurer un accès à l'électricité pour 12 700 ménages. Pour Sud Quotidien, ce sont 12 millions de Sénégalais qui sont électrocutés après le gel de l'aide américaine, le manque de lumière qui pourrait favoriser l'insécurité. L'observateur évoque des faits qui contribuent à instaurer un sentiment d'insécurité. Une série de meurtres enregistrés en 24 heures, entre autres. Il s'agit de Modou Mbeng qui donne rendez-vous à son collègue à la plage et l'achève d'un coup de couteau au cœur. Badara Mbaye qui abrège la vie de son cadet pour une banale affaire de serviette souillée. L'Obs raconte aussi l'histoire glaçante de Pape Koulibaly, enlevé et battu à mort à Yeumbeul. Ses bourreaux seraient un éducateur et un agent du groupement mobile d'intervention GMI. Selon les Échos, le journal explique qu'à l'origine, une simple fouille corporelle de routine. Selon les Échos, l'indicateur CALS est activement recherché, tracé à Rosso, l'agent du GMI identifié. Un dossier entre les mains de la justice sénégalaise qui travaille donc aussi sur l'affaire West African Energy. L'Observateur nous informe que le parquet demande un supplément d'information à l'expert comptable dans le dossier Samuel Sarr. Le journal ajoute que l'homme d'affaires Moustapha Ndiaye, entendu hier par le juge, conteste vigoureusement le rapport de l'expert. Et Taïb Mbaye du cabinet Mazar et l'expert désigné Alioune Touré ont attendu au deuxième cabinet. La justice qui a tranché dans l'affaire qui oppose Paris Lamb à la LONASE. La loterie nationale sénégalaise condamnée à payer 5 milliards de francs CFA, annonce Libération. Selon le journal, l'actuelle équipe paye les frais d'une procédure intentée devant les tribunaux depuis octobre 2023. Libé explique également comment le GIE Paris Lutte et Paris Lamb a été roulé dans la farine après un contrat de partenariat signé le 20 janvier 2020. 5 milliards de francs CFA, c'est ce qui oppose également l'opérateur économique Moustapha Tall à la SGBS. Source A nous informe que les chambres de la Cour suprême se réunissent ce matin. Une autre bataille juridique, cette fois-ci, pour la réforme du Code de la famille. L'AS parle d'un lever de bouclier contre le patriarcat. L'offensive des industries chimiques du Sénégal intéresse également plusieurs journaux parus ce matin. Les ICS se dévoilent dans enquête qui fait part des états financiers de l'entreprise. Un bénéfice record de 230 milliards de francs CFA en 2022 et plus de 500 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Les ICS cumulent 430 milliards de francs CFA d'investissement en 10 ans, relève l'I Quotidien. Toutefois, le représentant de l'État parle d'une possible renégociation, annonce enquête. Un capitaine de l'économie sénégalaise qui occupe la une de Vox Populi, Babacar Ngom, PDG de la Sedima, reçu en audience par le Premier ministre Ousmane Sonko. La photo qui renflamme les passions autour du conflit foncier à Ndengler, selon Vox Populi. Le journal rappelle que le Premier ministre avait reçu une délégation de Ndengler il y a 8 mois et relaie la mise en garde de Seydi Gassama d'Amnesty International. Le Magal de Porokhane, c'est aujourd'hui jeudi, la mère du mouridisme célébrée, titre Direct News qui raconte plusieurs anecdotes. Par exemple, ce jour où la mère de Serigne Touba, en période de vache maigre, a donné en gage ses bijoux à la vendeuse de lait caillé, juste pour préparer de la bouillie de mil à son époux. Et puis en sport, record qui s'intéresse ce matin à la League Cup en Angleterre. Liverpool-Tottenham à 20h ce soir, Pape Matar Sarr à 90 minutes d'une finale. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Bienvenue dans notre rubrique au point de vue à 12h38 minutes. Nous allons discuter de l'insécurité notée ces derniers temps à Dakar et dans plusieurs régions avec une série de violences et d'agression. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence, le cas échéant, et comment y remédier? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos deux intervenants du jour. Le commissaire de police à la retraite et ancien directeur de l'Ocretis, Cheikh Tidiane Keita, bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation comme d'habitude. Nous sommes également avec le docteur Kalignan, sociologue. Bonjour docteur. Oui, bonjour Suleiman. Je commence avec vous d'ailleurs pour une question très simple. Peut-on dire qu'il y a une recrudescence? Est-ce qu'il y a une augmentation de la violence au Sénégal? Ou doit-on penser qu'il y a un effet grossissant des médias et autres qui donne une illusion d'augmentation de la violence d'après vous? Merci beaucoup Suleiman. Permettez-moi de vous saluer, de saluer vos auditeurs, de saluer effectivement le commissaire Keita. Effectivement, la problématique de la violence, alors c'est une problématique qui a toujours existé, hein, c'est pas un phénomène nouveau. Donc c'est lié au fonctionnement normal des sociétés ou de la vie sociale, tout simplement. Et comme vous venez de dire, ces derniers temps, nous assistons effectivement à une recrudescence, on peut l'appeler comme ça, de l'insécurité et surtout de ses corollaires, la délinquance, la criminalité. Cette insécurité, Suleiman, fait partie des grandes interrogations de la société. Donc ce sont des phénomènes qui se passent dans et par la société. Voilà, donc ce sont des phénomènes qu'on peut qualifier. Toutes les sociétés ont leur part de violence, mais dans notre cas, est-ce que vous avez noté une évolution quand on fait la typologie un peu des violences? Est-ce qu'on note une évolution? Est-ce que la nature de la violence a tendance à changer au gré de l'évolution de notre société elle-même et de ce qui l'entoure au plan politique, économique, social? C'est très pertinent ce que vous dites, Suleiman. Effectivement, il y a une évolution. Les formes de violence ont beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, cette insécurité, par exemple, grandissante, constatée ces derniers temps, peut-être analysée, si vous voulez, sous l'angle de la sociologie de la déviance, et parce qu'il s'agit simplement de transgression de normes socialement établies. Et c'est aussi une résultante des comportements que nous qualifions de déviants, comme le banditisme, la délinquance, la criminalité. Alors, ces attitudes et comportements nous plongent dans un univers d'insécurité et dans un environnement physique et social, favorisant les atteintes aux personnes et aux biens. Et parlant de déterminants, il y a effectivement des déterminants économiques, des causes économiques, que tout le monde connaît d'ailleurs, et généralement on pense que la précarité, la pauvreté ambiante, le chômage, le sous-emploi des jeunes, cette difficulté que les jeunes ont, ou en tout cas l'effet des individus à joindre les deux bouts, peut être effectivement des facteurs favorisants. Bon, moi je peux le comprendre simplement parce que quand on note dans une société un déphasage entre le niveau de satisfaction des besoins et les aspirations. Donc quand ce déphasage est là entre les aspirations et le niveau de satisfaction des besoins, l'individu a tendance à utiliser des moyens illicites à travers des stratégies de survie, individuelles, collectives, familiales. Et ce sont ces stratégies et ces moyens illicites, n'est-ce pas, qui ouvre la porte à ces formes de violence-là que nous constatons. Et c'est ce qu'on appelle la frustration relative. Donc c'est la notion de frustration relative ou le déphasage entre l'aspiration et la satisfaction des besoins des individus peut expliquer en partie ces attitudes-là au plan économique. Mais il n'y a pas que le chômage, le sous-emploi, les aspects économiques, il y a d'autres déterminants. C'est des phénomènes de société comme nous venons de le dire. Donc, des phénomènes qui se passent dans et par la société, nous devons interroger notre société. Qu'a-t-on fait pour arriver à ce summum, à ces formes de violence qu'on ne connaissait pas peut-être avant? On peut penser aux inégalités sociales, on peut penser à la crise de la socialisation, on peut penser à la crise de l'éducation, on peut penser à la déliquescence des garants métasociaux, comme la religion, la tradition, les familles qui sont complètement en crise, dans les familles où on n'éduque plus pratiquement, où l'individu est livré à eux-mêmes et socialisé par ses pairs dans la rue. Voilà donc des facteurs favorisant effectivement des comportements déviants qui effectivement à la limite peuvent conduire à ces criminalités. Un large spectre, si je vous entends, de délinquance aussi. N'est-ce pas? Un large spectre donc de déterminants.
J'aimerais entendre le commissaire de police à la retraite, Cheikhna Keita, sur cette partie, disons, un peu analytique du phénomène, du point de vue de la sécurité. Et j'aimerais ajouter, malheureusement, la police qui nous avait habitués à fournir annuellement des statistiques désagrégées pour donner la typologie des violences. Mais ce qu'on a noté, c'est les attaques à main armée, les bandits de grand chemin à l'ouest du pays, donc des commerçants qui sont attaqués, des véhicules qui sont braqués. On a noté aussi des attaques à main armée, des vols de nuit avec utilisation d'armes et de véhicules. Il y a également les bagarres mortelles, telles qu'on les a enregistrées notamment à Dakar, des coups de poignard, etc. Alors qu'au même moment, les forces de défense et de sécurité ont renforcé leurs effectifs. Comment expliquer ce paradoxe s'il y a véritablement une recrudescence, commissaire? Bon, merci beaucoup et je remercie et félicite mon co-invité. Je n'ai pas eu assez de l'entendre parler de tout cela, c'est magnifique, vraiment. Pour répondre à votre question maintenant, comme l'a dit mon invité, le docteur Calignan, l'insécurité est un phénomène de société qu'on ne peut pas prendre à part pour en disserter comme ça. Il faut constater seulement qu'il est là et travailler à le suivre comme nous faisons d'habitude. Et dans ce contexte-là, on peut considérer qu'il y a beaucoup d'évolution sur ce plan-là, tant dans la manière dont ça se pratique, dont les délinquants se comportent, tant dans la manière dont ça se passe, ça et là, au niveau des différents compartiments de notre société et de notre environnement, mais aussi au niveau des individus pris séparément. Sur ce plan-là, effectivement, nous avons des phénomènes qui sont liés à notre environnement, à la promiscuité, à la pauvreté, à tous ces facteurs que traditionnellement on convoque pour expliquer le phénomène. Mais au-delà de ça, il faut qu'on aille voir au niveau de l'individu, comment l'individu délinquant a évolué pour se retrouver à être capable de commettre des faits tels que inviter quelqu'un à la plage et lui planter un couteau, rentrer chez quelqu'un, passer à l'acte avant de s'occuper d'autre chose. C'est l'individu qui est en train d'évoluer au-delà du fait que dans la démarche de socialisation, il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte pour le caractériser. Il faut le prendre au moment des faits. Et ici, nous avons la passion qui est là, en général, qui détermine le comportement ou le passage à l'acte entre des individus. C'est les sentiments, c'est les frustrations, c'est tout cela qui entre en ligne de compte. Il y a les conflits, tous les petits conflits divers que jadis les individus réglaient entre eux à cause de la manière dont ils fonctionnaient. C'est-à-dire ils étaient capables de retenir, ils avaient une éducation à la base qui leur permettait de pouvoir éviter certains conflits. Mais là, les conflits sont au centre de cela. Les intérêts personnels qui aussi sont source de conflits virent souvent à des formes de violence. On a ça d'une manière générale au-delà du fait maintenant qu'il faut considérer la présence de la grande délinquance. La grande délinquance qui est là et qui fonctionne sur la recherche de gains, la quête de solutions de survie. Tout cela fait que, effectivement, au Sénégal, aujourd'hui, on est sur une courbe ascendante par rapport à la délinquance et c'est lié à tous ces facteurs-là qu'il faudrait qu'on apprenne à mieux maîtriser pour pouvoir trouver des solutions et nous sortir de là. On reviendra sur les pistes de solutions tout à l'heure avec vous en 1 minute, mais avant cela, peut-être, docteur Calignan, vous avez évoqué un ensemble de facteurs, mais sauf la politique. Est-ce qu'il y a une corrélation possible entre cette recrudescence de la violence et, disons, ce qui s'est passé ces 3 dernières années au Sénégal au plan, disons, sociopolitique, avec les violences qu'on a notées entre 2021, ou un peu plus tôt d'ailleurs, et 2024? Oui, mais tout à fait. Donc il y a effectivement une corrélation. La violence politique, voilà, elle a toujours existé, en tout cas au Sénégal, et ça date de très longtemps, avec les régimes de dualité politique qu'on connaît depuis Senghor, Mamadou Dia, voyez un peu, donc Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, ensuite, récemment, Ousmane Sonko et l'ancien régime Macky Sall. Il y a une exacerbation, effectivement, de la violence, et c'est dû
aux agendas politiques, on peut le dire comme ça. Vous savez, la frontière, elle est très mince entre la violence qu'on peut observer dans l'arène politique et certains comportements de nos leaders, de certains leaders en tout cas politiques, on peut le dire comme ça. Il y a la question de la légitimité qui se pose souvent. L'État qui prétend avoir le monopole de la violence légitime avec l'usage d'appareils idéologiques d'État. Donc je parle sous le contrôle du commissaire. Alors l'État a le monopole de cette violence, on le sait depuis Max Weber, mais aussi de l'autre côté, les foules ou les populations qui parfois suivent aveuglément, n'est-ce pas, certaines décisions ou orientations de type politique ou politicienne, peuvent tomber dans des travers qui peuvent ouvrir la voie, n'est-ce pas, à des formes de violence inouïes et même à des formes de tuerie. On en a connu. Il y a eu beaucoup de cas de mort d'hommes, n'est-ce pas, et c'est dû aux manifestations politiques, au discours, n'est-ce pas, la violence verbale. Voilà, la violence verbale, simplement. Donc nous devons faire très attention parce que simplement, je pense que nous devons préserver notre commun vouloir de vivre en commun dans notre société. On vous a bien entendu, on vous a bien compris. Pour cela, nous devons mettre toutes les forces ensemble et ne pas essayer de les diviser. Merci, Dr Kalignan, sociologue. Peut-être une minute pour parler de quelques pistes de solutions. Cherna Keita, à l'évidence, l'approche, disons, sécuritaire, policière ne suffit pas. Et en filigrane, on vous a entendu dire tout à l'heure qu'il fallait peut-être remettre en place des modes alternatifs de résolution des conflits, entre autres solutions. Oui, effectivement, il y a cela, mais vous auriez dû insister avec Kali sur les mécanismes de socialisation de l'individu, la détérioration de l'environnement, du cadre de vie, les conditions économiques, qui sont des facteurs qu'il faut contrôler, des paramètres qu'il faut contrôler pour arriver à se donner d'abord une idée de ce que c'est que cette délinquance et de ce que c'est que cette violence, mais ensuite pour pouvoir arriver à concevoir des solutions, des freins, des mécanismes de transformation du comportement de l'individu qui nous amèneraient à pouvoir mieux contrôler tout cela. Au-delà de ce fait-là, maintenant, il y a les mécanismes classiques. Une délinquance, il y a une arithmétique de la délinquance au niveau policier qui nous permettent d'avoir une idée de la direction dans laquelle on organise ce qui existe déjà, on améliore. Malheureusement, la liaison a été coupé, problème technique. Toutes nos excuses au commissaire Keita et à nos auditeurs pour cette interruption indépendante de notre volonté. Au demeurant, nous allons retrouver nos deux intervenants dans la version Wolof de ce débat tout à l'heure. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, Mamas Toukan à la réalisation, à la mise en onde, Alioune Ba à la production, Abdou Cham et Kaderlo. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM.